De retour de sa tournée à Taha, Thierry Alpha, ministre de l'Agriculture, était en visite à Taputapuatia. Il a rencontré dans un premier temps les producteurs de vanille, l'occasion pour le ministre, accompagné de certains vaniculteurs et comités de surveillance, de valider le calendrier 2017 des ventes de vanille mûre de Raiatea. Thierry Alpha a abordé plusieurs sujets, notamment les différents dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement depuis quelques années, afin d'encourager et de booster la production de la vanille ici à Raiatea. Les vaniculteurs de l'île en ont profité pour adresser leurs doléances directement au ministre. Nous avons fait des cas de Tamado, et Hagia Tonovala, qui est Wahoro, après un million de mots. Et les années, et tout le temps, c'est à eux, par où tout est à son cœur pour la disa, au Yoho, au temps est à votre young hill, pour here après Chokwe, I get out say à eux. Auto Battery à des Manhattan en Villa. Pour la méthode, on dit 7 000, 5 000. Anna de Gora, et tout en Riviera. E per da una via da tre mesi da tua amica ne aveva fare via una deve ona harmai hoe ona turu ona pa ona harmai rato tra mona hero hiomera e ni petra mona chamatara ara ho te tarifo tamo. Autant de questionnements qui ont su trouver réponse. Le ministre en a également profité pour lancer un appel à la mobilisation dans la filière, mais aussi à la responsabilité de chacun, car depuis quelques années, la production de la vanille de Tahiti, bien qu'honorablement classée dans le monde pour sa qualité, est en chute. Si on regarde le tonnage de production de vanille annuel sur les 10 dernières années, nous sommes tombés bien bas. Puisque, par exemple, Taha produit à peine 12 tonnes alors qu'elle produisait pratiquement 35 tonnes il y a quelques années. Globalement, la production a baissé d'un tiers, de 50%. Selon Thierry Alpha, cette baisse se traduit par plusieurs facteurs, notamment le manque de formation ou encore de savoir-faire, surtout dans la production sous ombrière. Après, il faut dire qu'il y a eu des erreurs de choix des vaniculteurs en 2003-2004. Ils se sont rués sur des serres, mais ils n'étaient pas vraiment aptes à durer dans la profession parce qu'ils ne sont pas originaires de cette filière. Mais aujourd'hui, beaucoup de vaniculteurs anciens et jeunes vaniculteurs souhaitent venir dans la filière, être soutenus. Donc nous allons relancer un programme parce qu'il faut aussi multiplier la production. Il n'y a pas assez de vanille proposée aujourd'hui sur le marché. Lorsqu'on sait qu'elle est vendue très très cher sur les marchés extérieurs. Et puis ça passe aussi par une réorganisation et une consolidation des comités de surveillance qui ne jouent plus leur rôle d'antan. Chaque coupe doit être vérifiée. Chaque vanille mise sur le marché doit passer devant le comité de surveillance. Il ne faut plus que les acheteurs achètent de la vanille non contrôlée. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il est important de remettre tout ça en place dans le respect de ce que les anciens nous ont légué. On le trouve ou c'est il faut avoir une liane, là pour l'instant, liane déjà mature pour pouvoir faire la comparaison. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les gènes qui sont responsables des arômes. Ouais. Donc là, à l'état où on est obligé d'attendre que la graine donne une plante qui va fleurir et qui va donner des boutons. Il faut attendre 7 ans. Si on a les infos... C'est un programme qui est très long. C'est pour ça qu'on va faire du séquençage. Un autre facteur qui pénalise l'ensemble de la filière, c'est le manque de contrôle ou encore le non-respect de la réglementation en ce qui concerne le prix de base du kilo de vanille mûre, ce qui favorise tout naturellement une dérive par rapport aux exigences déjà existantes pour un meilleur rendement. Il faut que les comités de surveillance jouent leur rôle et que les ONA que l'on a déjà identifiés, les acheteurs, jouent aussi le jeu de ne plus acheter de vanille non contrôlée. Parce que cela va à l'encontre même de la filière. Ça existait depuis toujours, les comités de surveillance, mais depuis 3-4 ans, on constate qu'il y a une belle dérive et il faut remédier à ça.
Le ministre était également attendu au SDF de la IATA où les techniciens lui ont présenté leur projet de construction d'une unité de sillage avec un grand hangar forestier, la première sur la IATA de cette ampleur. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà de l'exploitation de bois local, sauf que le volume est très anecdotique, quoi. On est à moins de 100 mètres cubes par an. Donc avec ce type de projet, on espère justement augmenter le volume, offrir de l'emploi et développer cette matière première qui est présente. Avec un potentiel d'exploitation d'environ 10 000 mètres cubes de bois par an et qui s'inscrit dans la gestion durable, autant dire que les porteurs de projets locaux auront de quoi faire tourner cet outil durant de nombreuses années. En priorité pour le bois de construction, ça va être le Pinus, donc le Pinus caribéa. Ensuite, on se projette d'utiliser tout ce qui est bois local, toujours géré de manière durable, donc ça veut dire 1 hectare enlevé, 1 hectare replanté. Donc ça, c'est une condition obligatoire, on va dire. Coût total du projet, 28 millions de francs entièrement financés par le pays. Les travaux de construction devraient démarrer au mois de juillet pour une livraison avant la fin de l'année 2017. Le démarrage de l'activité d'exploitation est prévu début 2018. C'est à Faroua que le ministre des Ressources primaires s'est rendu par la suite pour visiter l'atelier d'agrotransformation, la CAP. Cette petite unité emploie 4 employés et ici on transforme toutes sortes de produits locaux. Les goyaves, les papayes, le mautini, le taro, en ce moment les mappés énormément. Donc tout ce qui est produit de saison, les fruits, les tubercules et on commence à travailler également les légumes. Les fruits vont arriver, vont être transformés soit en purée, surgelés, ils vont être transformés en fruits séchés. On va en faire des cuirs également de fruits. Les tubercules seront transformés en surgelés ou en farine sans gluten. Le coco va arriver, va être transformé en beurre, en marshmallow de Houto. On a une gamme de produits infinie parce qu'on a des ressources qui sont vraiment incroyables. Ici à la CAP, tous les agriculteurs sont les bienvenus. Le but étant de faire en sorte de limiter les pertes dans nos ressources, mais aussi de faire découvrir ou redécouvrir des saveurs oubliées d'autrefois. Le beurre de coco connaît un énorme succès et même les marshmallows de Houto. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je voudrais développer. La farine de coco également est demandée. Il y a une infinité de produits qui peuvent être mis en place. Tout ce que l'on consomme est importé. Donc du coup, il y a juste à regarder ce qui se fait à l'extérieur et essayer de le replacer dans nos ressources avec nos produits et de le proposer aux Polynésiens, mais surtout moins cher. C'est ce qui est important. Si la CAP de Faroua a opté pour des produits sains, sans traitement particulier ni conservateur, elle souhaite également se démarquer du marché local ou international en utilisant des produits qui permettent la créativité et l'imagination. Nul doute que nos produits locaux pourraient bien se retrouver un jour sur les étalages des grands hypermarchés européens, voire internationaux. Nous sommes à Faroua. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la famille Bouzi, car leur exploitation de poules pondeuses va pouvoir être inaugurée en présence du ministre de l'Élevage. Ce projet a pu voir le jour grâce à la motivation, mais surtout à la persévérance. Le projet il a pratiquement 7 ans. Il a connu 3 gouvernements. Côté administratif difficile. Très long. Oui, on a eu les 2 défis, Local et Girardin. Principal Sofidep aussi. Pour le chantier, ça n'a pas été évident parce qu'on n'a pas d'eau. Donc on est obligé d'aller chercher l'eau à la rivière dans les touras. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. On est prêt pour lancer. Cette exploitation qui peut accueillir jusqu'à environ 12 000 poules pondeuses, sans compter la poussinière avec une capacité de 4 000 poussins, jouit surtout d'une technicité sans précédent. Pour un coût total de 120 millions de francs pacifiques, cette unité moderne est entièrement automatisée. La distribution du main automatique, le massage des œufs aussi automatique, le massage de la fiente aussi automatique. Donc voilà, le projet va générer, on va dire, à plein régime peut-être 4 emplois. L'exploitation de la famille Bouzi devrait démarrer dans les semaines qui suivent. Elle devrait servir l'ensemble des îles sous le vent. Les poussins viennent de Nouvelle-Zélande. L'aliment aussi vient de Nouvelle-Zélande. Okay. Pour les îles, c'est les îles sous le vent. Bora, Taha, Wahine et Réater.
C'est à Vayaha que la tournée menée par le ministre des Ressources primaires, Thierry Alpha, s'est clôturée par la visite d'une petite exploitation familiale de Mitihoué. Avec 150 kg de coco brut, ici on produit 140 bouteilles de Mitihoué, un savoir-faire ancestral que pratique cette famille depuis des décennies. Aujourd'hui, le Mitihoué de Toumar'a est aussi distribué dans les îles sous le vent, mais aussi à Tahiti et même jusqu'aux Marquises. Producteur. Oui. Si le secteur des ressources primaires offre autant de débouchés sur le marché local ou international, reste à espérer que cela suscitera bien des vocations chez les jeunes en quête d'un travail afin de subvenir aux besoins des familles.